watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite du drama Blake Lively et Justin Baldoni, et je vous préviens d'ores et déjà que je vais vous faire encore une autre vidéo parce que là, au moment où j'allais me préparer là pour filmer, l'info vient de tomber à l'instant. Justin Baldoni poursuit en justice Blake Lively et Ryan Reynolds. Donc je vais vous faire une vidéo à part pour ça parce que la plainte elle fait plus de 120 pages il me semble, de mémoire, j'ai vu ça vite fait passer. Je vais faire comme la dernière fois, on va se poser, ça sera un peu sous forme de podcast chill et je vais vous lire la plainte. Donc je vais la traduire et je vais voir ça avec vous s'il y a des nouvelles choses, voilà, qu'est-ce qu'il a rajouté dedans. Il y a encore plein de messages textes, etc. Mais voilà, je vais vous en parler là très très bientôt, peut-être après-demain. Voilà, donc c'est parti. Alors, je vous renvoie à ma dernière vidéo, je sais jamais si c'est là ou là, où je vous avais donc lu la plainte de Justin en réponse à la plainte de Blake. Sauf que lui, il portait plainte contre le New York Times pour, en gros, n'avoir pas fait son boulot de journalisme et d'avoir complètement pris tout ce que Blake avait sorti pour argent comptant. Ils ont publié ça. Or, quand Justin a sorti également les dossiers, bon, on a vu que dans la plainte de Blake, il y avait des choses qui avaient été bien arrangées pour correspondre à son narratif. Il n'y avait pas tous les échanges de mails, il manquait certaines petites choses qui en fait déformaient complètement les propos. Alors, on a par exemple les avocats de Blake Lively qui ont répondu suite à la plainte de Justin en demandant à Justin Baldoni de ne pas inverser les rôles. Ils ont publié un communiqué où ils ont dit qu'il fallait arrêter les nouvelles offensives. Donc c'était le 6 janvier que son équipe juridique s'est prononcée. C'était via magazine People ce communiqué. Alors pour eux, la plainte pour harcèlement intime de Blake est soutenue par des preuves solides et je cite, ce n'est ni une embrouille pour des différends créatifs, ni il a dit ceci, elle a dit cela, comme nous le prouverons. Wayfarer Studio, donc la boîte de Justin, et ses associés ont conduit à un astroturfing. Bon, c'est une technique pour saboter quelqu'un sur les réseaux, je vous la fais très courte. Donc Wayfarer et ses associés ont conduit à un astroturfing de représailles complètement illégal, simplement parce que Blake a tenté de se protéger et de protéger ses collègues sur le tournage d'un film. En réponse, il préfère lancer d'autres offensives contre elle. Donc en fait là, ce qu'ils sont en train de dire, ni plus ni moins, c'est que le simple fait que Justin porte plainte, même pas contre Blake, mais contre le New York Times pour contester tout ça, c'est encore une attaque contre Blake. Donc d'après ses avocats à Blake, il s'agirait d'une tactique classique pour distraire l'attention loin de ce genre d'accusation. Il blâme la victime en laissant entendre qu'elle l'aurait cherché, qu'elle aurait mal compris la situation ou encore qu'elle aurait menti. Une autre tactique est d'inverser les rôles de la victime et de l'agresseur. Ce sont des concepts qui normalisent les accusations de fautes graves. Faire des déclarations dans les médias comme Justin Baldoni et son équipe ont pu le faire dans le passé ne constitue aucune défense véridique. Nous continuerons de poursuivre les réclamations de Blake Lively devant un tribunal fédéral où l'état de droit détermine qui l'emporte et non pas les hyperboles et les menaces. D'accord, le lendemain, le 7 janvier, nous avons l'avocat de Justin Baldoni, Brian Friedman, qui est apparu dans plusieurs interviews, notamment The Megyn Kelly Show, où là il a dit qu'il avait l'intention de poursuivre Blake Lively to the oblivion. Comment vous traduire ça? Jusqu'à l'oubli, jusqu'à ce qu'on l'oublie, qu'on ne sache plus qu'elle existe. Pour rappel, il représente Justin, il représente Jennifer Abel, la publiciste de Justin, il représente aussi Melissa Nathan, la publiciste spécialiste des gestions de crise qu'ils avaient embauché. Également l'associé de Justin, enfin voilà, il représente tout ce clan-là. Donc je vais vous expliquer plus en détail ce dont ils ont parlé lors de ces émissions. Mais on a, faut pas l'oublier celle-là, Stephanie Jones, l'ancienne publiciste de Justin Baldoni, qui s'est retournée contre lui, celle par qui le drame est arrivé quelque part, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est elle qui a fourni tous les textos à
l'équipe de Blake. Faut pas l'oublier non plus, celle-là, elle a aussi porté plainte contre Justin pour rupture de contrat. Voici ce que ses avocats ont déclaré. Nous savons que Monsieur Friedman, l'avocat de Justin, préférerait de loin juger cette affaire dans des émissions de télévision animées par ses propres clients. Oui, parce que Megyn Kelly, c'est une des clientes de Brian Friedman. Bon, je vois pas trop le rapport, hein. Il peut aller parler n'importe où. Il a été parlé à TMZ, il a été parlé encore à d'autres shows, bref. Donc nous savons que Monsieur Friedman préférait de loin juger cette affaire dans des émissions de télévision animées par ses propres clients plutôt que dans une salle d'audience. Cependant, cela ne lui donne pas le droit de dénigrer sans raison notre cliente avec des allégations farfelues qui n'ont rien à voir avec l'affaire qu'il défendrait. Nous comprenons qu'il soit difficile de suivre étant donné le nombre d'accusés qu'il représente dans diverses poursuites, mais pour lui rappeler qu'un ou plusieurs de ses clients ont volé les documents confidentiels de Stephanie Jones, rompu son contrat et comploté pour saboter et mettre fin à son entreprise. Nous prévoyons de défendre cette affaire devant un tribunal, devant un juge et un jury, que les caméras de télévision soient autorisées ou non. Voilà, si vous voulez vraiment voir tout ce que c'est l'histoire Stephanie Jones, j'en ai parlé dans la vidéo que je vous mets ici, où je vous parlais de la plainte de Blake, et en deuxième partie, je parlais de la plainte de Stephanie Jones, et je vous racontais un petit peu plus qui elle était. Donc voilà, alors, pour revenir donc à cette émission qu'il a faite chez Megyn Kelly, il a été diffusé un audio, un mémo vocal de Justin adressé à son équipe où ça confirmait ce qu'il avait écrit dans sa plainte, que lors de la première du film, il n'a pas été autorisé, il devait se cacher. Si Blake arrivait, fallait qu'il ne soit plus là. Et donc oui, il a bien été donc amené dans un sous-sol où il a dû poireauter 1 heure avec sa famille et ses amis en attendant que Blake ait fini de faire son tour de promo pour après pouvoir sortir, aller voir le film et puis après repartir dardard. Bon, il en parle dans le mémo vocal que je vous mets là, je vous le traduis bien sûr. Think about this. On what, could have been one of the most beautiful nights of my life career-wise, I literally was sent to the basement with all my friends and family for over an hour because I wasn't allowed to be seen. She didn't want me anywhere near her or the rest of the cast. So they ushered me off the carpet and they sent us down to the basement. We were down there together, my friends and family, the people that love me the most, and we start laughing because of the ridiculousness of this whole thing. And I realized, on a night that was supposed to be so materialistically joyful, I was in the basement with the people that I love the most, and we were all joyful and laughing. Because none of that shit matters. None of it. That's not why we're in the business. That's not why the three of us are in this business, is to attend a premiere like that and be celebrated. We're in this business because we're artists, and we believe in what we do, and because we want to create art that touches people's hearts and souls and can move people. And that's what we did. That's what you both did. And I believe that will follow each of us, and that truth will prevail, and that light and love will win. Après, on a parlé, alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai fait un update la semaine dernière en story, donc ça va vous revenir du coup. L'histoire de Nicepool, du personnage de Nicepool dans Deadpool et Wolverine. Alors, parce que les inspecteurs du net, du coup, se sont penchés sur ce film et ils ont pas mal tiqué sur le personnage de Nicepool, qui selon les internautes est complètement inspiré de Justin Baldoni. Alors déjà, il y a la coupe de cheveux. Justin Baldoni avait les cheveux longs, les a coupés pendant le tournage, mais il avait les cheveux longs avec un chignon. Donc il y a ça, déjà, il y a le look. Après, il y a plein de petites références où il parle de Ladypool. Ladypool, qui est Blake Lively. Alors, je mets des guillemets parce que c'est un body double qui joue Ladypool, mais la voix qu'on entend, c'est celle de Blake Lively. Elle a doublé Ladypool.
Pool. Bref, toujours est-il que dans le film, il y a Nice Pool qui dit que Lady Pool vient juste d'accoucher, qu'elle a déjà perdu tous ses kilos. Petit clin d'œil au fait que Justin aurait body-shamé Blake Lively alors qu'elle avait accouché pas longtemps avant le début du tournage. Après, il dit qu'il s'identifie comme un féministe. Bon, c'est aussi le délire de Justin Baldoni, hein. Il parle beaucoup pour les femmes, enfin, il soutient la cause des femmes. Après, il parle également qu'il a un podcast. Plein d'allusions à Justin. Et Nice Pool, en plus, se fait tuer par Lady Pool. C'est Deadpool hein, qui se sert de lui comme d'un bouclier devant un magasin de fleurs. Ça faisait beaucoup de clins d'œil quand même. But in here, everybody calls me Nice Pool. Oh my goodness, wait till you see Lady Pool. She is gorgeous. She just had a baby too, and can't even tell. I don't think you're supposed to say that. That's okay. I identify as a feminist. Donc, on a l'avocat, hein, Brian Friedman, qui a déclaré « Il n'y a aucun doute que c'est censé représenter Justin. Quiconque a vu ce chignon a compris. Si quelqu'un est harcelé sexuellement, il ne va pas plaisanter sur le sujet, c'est trop sérieux. » Et si vous vous demandiez « Ouais, mais le tournage, ça colle pas. » Si, on a vu Ryan Reynolds faire des prises avec le costume de Nice Pool le 21 janvier 2024, quelques jours après que lui et Blake Lively aient organisé une réunion de crise pour dire à Justin qu'il fallait plus faire ceci, il fallait plus faire cela, nanana, voilà, rappelez-vous. Bah ça, c'était le 4 janvier. Et il était en costume de Nice Pool le 21 janvier 2024. Et jamais plus, le tournage se finissait en février 2024. Donc voilà, c'est vraiment à la même période. Du coup, qu'a décidé de faire l'avocat de Justin? Eh ben, le 7 janvier, il a envoyé une lettre de mise en demeure au président de Marvel Studios, Kevin Feige, ainsi qu'au PDG de Disney, Bob Iger, en exigeant qu'il conserve les documents pouvant avoir un lien avec Justin Baldoni pour une éventuelle utilisation devant un tribunal. Donc, il demande plus spécifiquement à Marvel et Disney de conserver tous les documents relatifs au développement du personnage de Nice Pool, ainsi que les communications relatives au développement, à l'écriture du scénario, ainsi qu'au tournage des scènes mettant en scène Nice Pool. Donc voilà, tous les documents, toutes les conversations, tous les rushs, tout ce qui a pu avoir un lien avec la création de Nice Pool, et même après. Pour l'instant, les studios Disney et Marvel ne se sont pas encore prononcés, hein, ils n'ont pas encore commenté. Franchement, ça pue. Parce que si effectivement Brian, il met la main sur des documents qui vont dans son sens, que oui, c'était bien intentionnel ce personnage de Nice Pool contre Justin Baldoni. Là, ça ramène bien Ryan dans la sauce également et ça prend une autre dimension et je ne crois pas que Disney et Marvel vont kiffer. C'est mon avis, hein, personnellement. Même si, encore une fois, hein, Ryan Reynolds ramène beaucoup d'argent à ses studios avec Deadpool. Je pense pas non plus qu'il va y avoir encore 15 000 Deadpool, quoi. Donc, à un moment donné, ça va pas sentir bon pour lui. Et qu'est-ce qu'on voit dans le générique de fin de Deadpool et Wolverine? Que l'acteur qui joue Nice Pool, le nom qu'il y a, c'est Gordon Reynolds et non Ryan Reynolds. Et c'est avec ce nom-là que Blake Lively le remercie dans le générique de fin du film Jamais plus. Et dans une publication Instagram du 22 juillet dernier, 2024 bien sûr, elle avait également tagué Deadpool Movie ainsi que It Ends With Us Movie, faisant référence dans son post à des nice guys, des hommes gentils qui utilisent le féminisme comme outil. Encore une pique. Mais c'est pour vous dire que ça va même dans les génériques. Donc ça avait été expliqué, hein, Gordon Reynolds était bien une création de Ryan Reynolds, un avatar inventé pour une auto-interview qui était parue en 2016 dans GQ, dans laquelle Gordon pose à Ryan des questions très inappropriées et insultantes sur sa carrière et sa femme Blake Lively. Gordon irrite tellement Ryan que ce dernier finit par quitter l'interview. Voilà un petit peu le genre de mise en scène que Ryan Reynolds il aime bien faire. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, on a quand même également ressorti cette interview de Ryan Reynolds et Brendan, j'arrive jamais avec son nom à lui, celui qui joue Atlas. C'était en pleine promotion de It Ends With Us, Jamais plus, où là ils ont voulu faire justement de l'humour à la Ryan, et on a Ryan qui arrive pour interviewer Brandon, et il fait genre le mari jaloux par rapport à Blake. It's not every day the husband gets to interview his wife's love interest in a film. It's kind of crazy. How do you explain that?
Bah, je vous cache pas que certains l'ont mal pris, cette interview-là, sur les réseaux, parce que, encore une fois, hein, toujours ce truc-là, on est quand même sur un film qui parle de violence conjugale, donc faire même des blagues là-dessus, des crossovers avec Deadpool, ça n'a pas lieu d'être. Toujours est-il que, je reviens à Ryan Reynolds, il avait eu des problèmes avec le réalisateur du premier Deadpool. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on voit le modus operandi, si je puis dire, bah ça fait grandement penser à ce qu'a fait Blake sur Jamais plus. Le contrôle qu'elle a pris du film. Je parle pas du harcèlement S, hein, d'accord? Je parle que de ça. Par exemple, donc le réalisateur du premier Deadpool, c'était Tim Miller. Et c'était en novembre 2019 où il est revenu justement sur ses frictions avec Ryan Reynolds par rapport au projet de Deadpool 2. Il s'était exprimé dans une interview où il avait dit justement qu'il avait claqué la porte pendant le développement du second volet parce qu'il ne se sentait plus aux commandes du projet. Le contrôle créatif exercé par Ryan Reynolds ayant vite pris l'ascendant sur la moindre décision prise en interne. Donc je cite Tim, ce qui était clair, c'est que Ryan Reynolds voulait avoir le contrôle de cette franchise. Certains réalisateurs arrivent à travailler comme ça, mais pas moi. Je n'ai pas de problème avec le fait de débattre de certaines décisions, mais si je n'ai aucun moyen de me faire entendre, je n'ai pas envie de discuter. Et je ne pense pas que l'on doive négocier à chaque décision prise dans le processus de création. Il y a trop de choses sur lesquelles on doit se battre. Et puis, Ryan est la figure de proue de Deadpool. Il était l'élément le plus important et de loin. Donc, s'il décide de s'approprier le contrôle, il s'approprie le contrôle. J'ai toujours été assez bon dans le fait de passer à autre chose. On a eu une réunion à la Fox. L'ordre du jour était clair. Alors je leur ai dit, j'ai compris, je démissionne et vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez. Alors Ryan Reynolds de son côté, il a dit qu'il avait pleinement confiance en Tim Miller pour ce qui est des effets spéciaux, mais qu'il avait trop longtemps espéré et porté le projet Deadpool pour ne pas s'impliquer. Donc ça rappelle quand même beaucoup l'histoire Blake Lively, Justin Baldoni. En plus, rappelez-vous encore une fois, il y a une suite à ça. Dans le bouquin, il y a une suite. Et c'est Justin qui détient les droits de cette suite. Est-ce que Blake ne fait pas pression pour récupérer les droits de ce deuxième bouquin? On n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même ça hein, aussi en jeu. Bon, en tout cas, il y a encore eu quand même une vague de mécontentement autour de Blake et de son équipe parce que, vous le savez tous, hein, Los Angeles a été terrassé par les flammes, là, hein, très très récemment. Eh bien, l'équipe juridique de Blake a remis des documents pour l'équipe juridique de Justin en plein pendant l'incendie en fait, pendant qu'ils tentaient d'évacuer leur maison au milieu des flammes. Donc ils ont reçu une visite les 7 et 8 janvier et voici ce qu'ils ont déclaré. Il est plus que méprisable que l'équipe de Blake Lively ait envoyé des fonctionnaires du tribunal dans les maisons visiblement endommagées de l'équipe de Justin Baldoni alors qu'ils se préparait à évacuer avec un jeune enfant à l'intérieur, le même jour que l'une des plus grandes tragédies dont Los Angeles ait jamais été témoin. Et en plus de ça, ils ont déclaré que les documents du procès ne contenaient aucune nouvelle information depuis le dépôt de la plainte de Blake et que tout cela était plutôt un acte désespéré d'ego de Blake. Cet acte désespéré d'ego et de privilège est encore plus horrible par rapport aux récents événements de Los Angeles. Les accusés dans son procès et leur équipe juridique ont perdu leur maison, ont été contraints d'évacuer et sont pourtant obligés de se battre pour leurs moyens de subsistance et leur réputation contre ces personnes égoïstes. Et il y a un porte-parole de Blake qui insiste sur le fait que ce n'est pas le cas. Ils ont déclaré donc aux médias que l'équipe juridique de Blake avait suspendu toutes les tentatives de service en raison de la tragédie en cours dans le sud de la Californie. Et voici ce qu'il déclare. Nous essayons de servir tous les accusés depuis la fin de l'année dernière. Il s'agit d'un élément standard de toutes les poursuites et c'est légalement requis. Nous avons suspendu toutes les tentatives de service jusqu'à ce que les conditions d'urgence à Los Angeles soient passées. Bah oui, mais non. Dites-moi, ou alors moi je ne sais pas lire, mais quand il dit il s'agit d'un élément standard de toutes les poursuites et c'est légalement requis. Bah oui, c'est un élément standard, ok, mais vous l'avez quand même déposé. Vous êtes quand même allé les voir pendant les incendies. Donc oui, vous avez quand même fait un truc là, que bon, pour eux c'est non. Franchement, moi ça me rend dingue, le côté de Blake, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il parle, c'est pour nous dire que 2 + 2 = 5. Enfin moi je le ressens comme ça. Hein. De dire par exemple que le fait que Justin riposte contre New York Times, ah, c'est encore une attaque contre Blake. Et là de dire, bah non, on n'y est pas allé, c'est juste un petit truc standard. Bah, vous y êtes quand même allé, donc
Et juste au-dessus, il dit non. Bah si. Enfin, moi, c'est des petits trucs comme ça, si vous voulez, que je me dis, mais on se joue de nous ou on se joue de nous? Bon, toujours est-il que de toute façon, Blake, elle se fait quand même mal voir, hein, parce qu'il y a des témoignages de personnes qui l'ont rencontrée sur des tournages, etc. et qui n'ont pas forcément un très bon souvenir d'elle. Mais il y en a une particulièrement qui s'est démarquée du lot. Elle a travaillé sur 4 filles et un djinn, le premier volet, donc c'était bien avant que Blake soit connu. Et je vous traduis en sous-titres son expérience. That day, it was my job to hand out these little water bottles to anyone who needed them. As they were walking to set from their green room, I had to pass them in this extremely narrow hallway, literally necessitating me to go like this against a wall so they could get by. Obviously, they're the priority, they need to get to set. I don't speak to them because, again, being an intern and also just growing up in the industry, like, you're seen, not heard, right? When you're not talent, you just do what you have to do. Show concludes, and me and all the interns are then brought upstairs for an emergency intern meeting, and they proceed to yell at us for being unprofessional. Now, I'm very confused. I'm looking around, and I'm like, nobody was unprofessional that day, at least from what I had observed. And then they ask me to stay after the meeting. So now I'm really, now my red flags are going off, like, what happened? She, specifically Blake, alleged that I was unprofessional and treated her like a fan. I want to reiterate, I did not speak to her. I had no idea who she was. She hadn't done Gossip Girl yet. So I get dressed down for, don't talk to talent, don't treat them like you're a fan. And I'm like, I literally, like, what? So I guess she went and complained that me specifically, of all the interns, treated her like a fan, and she was so uncomfortable. I actually cried on the train home. I used to take the train back to Long Island. Like, I was mortified. Harassment requires a factor of a power imbalance, okay? So someone lower than you can't really harass you, because if you're her level, you can boot them off. She could have booted him off the project if he was legitimately harassing her. Harassment also doesn't occur when your husband is a frequent visitor and presence on set. He was ghostwriting scripts, which is like shocking to me as someone who worked with writers and directors. I've never heard of somebody bringing their husband in to, like, do rewrites. That was bizarre. But when you work with directors, typically they are the top dog. He was the bottom dog. It was her with all the leverage. She was the star on this show. So when I saw her interviews playing back, I was immediately taken back to when she flipped the narrative on me and acted as if I did all these offensive things, when I want to reiterate, I didn't speak to this girl. I did not speak to her. So this girl has a pattern of flipping the narrative, playing the victim, and then leveraging her status to actually bully and mistreat other people. So what I saw is her harassing him. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, je voudrais quand même revenir sur un petit point, parce que certains d'entre nous se posent des questions, à savoir, mais comment Blake, si vraiment elle a menti, comment elle a pu se mettre dans la fouille le casting de Jamais Plus? Alors, j'ai essayé de répondre à cette question. Du coup, je suis allée chercher. Et ce que j'ai trouvé, c'est que les 2 jeunes acteurs qui jouaient les jeunes Lily et Atlas, par exemple, ils étaient à l'avant-première de Deadpool et Wolverine. Blake Lively les a invités. Elle a même interrompu une journaliste pour leur dire « Ah, mais ils sont là, regardez !» Donc voilà, elle est présente et tout. Donc ils ont kiffé le tapis rouge en présence de Blake, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, enfin toute la clique de Deadpool et Wolverine. J'ai également vu la jeune Lily, désolée, je sais plus le nom de ces acteurs. Blake l'avait bien accaparée, elle l'invitait chez elle, elle lui offrait des fringues, etc. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre sur justement notre cher Brandon? J'ai vu qu'il avait rejoint la WME, l'agence de talent qui représente Blake Lively et Ryan Reynolds, et qui représentait aussi Justin jusqu'à ce qu'il le vire dès le lendemain de la plainte de Blake. Et bien j'ai vu que Brandon avait rejoint cette même agence en septembre 2023. Septembre 2023, c'était avant que le casting reprenne les tournages, parce qu'il y avait la grève des scénaristes. Je dis ça, je dis rien, parce que c'est vrai que Brandon, il soutient beaucoup Blake Lively, et il y a des messages sur Instagram où Blake, elle arrête pas de l'appeler mon ami, dès qu'il décroche un nouveau rôle, oh, tu le mérites trop, je te verrais trop bien aussi pour le nouveau Batman, tout ça. Bon, je vous l'avais dit, si le casting et Colin Hoover ont pris le parti de Blake, ouais,
c'est des comédiens. Donc forcément, t'as Blake Lively, Ryan Reynolds face à Justin Baldoni, lequel tu choisis si tu veux sauver ta carrière, etc. Pour moi, tout ça, ça voulait rien dire. Je vous l'avais clairement exposé, hein, que quand t'as un couple puissant comme ça et que t'as les dents qui rayent le parquet, que tu veux faire carrière à Hollywood, tu vas pas te mettre ce couple à dos. Si t'as zéro intégrité, hein. On est d'accord. Mais voilà, en tout cas, si vraiment il s'est rien passé sur le tournage, qu'ils avaient rien à reprocher à Justin, mais qu'ils ont dû choisir un camp, ils ont choisi le camp du plus fort. Même si je vous avoue que si Justin a vraiment rien à se reprocher, ça va pas bien se finir pour Blake et Ryan. Après, j'ai envie de vous dire, on n'a pas à s'inquiéter pour eux, hein, ils sont blindés. Ils ont plein de boîtes autour, ils ont investi dans plein de trucs. Donc au pire, quoi, on les verra plus à l'écran pendant 2-3 ans, après ils reviendront et ce sera reparti. Finalement, c'est pour Justin que ça va être beaucoup plus compliqué, parce que lui, c'est pas un nepo baby comme Blake Lively, enfin il s'est créé tout seul. Donc ça aussi, il faut pas oublier non plus, c'est que certains, encore une fois, hein, je comprends les gens qui veulent croire Blake, de prime abord c'est ce qu'on a envie de se dire, il faut la croire, mais quand on voit plein de trucs à côté, moi, perso, hein, je vous cache pas que j'arrive de moins en moins à me pencher de son côté parce que je le sens pas le truc. Ah, mon pifomètre, il me trompe rarement. Hein. J'espère me tromper. Franchement, j'espère me tromper parce que si on a encore une femme qui raconte des conneries sur des sujets graves pour obtenir je ne sais pas quoi, non, franchement, il y en a marre, il y en a assez. Je la sens mal, l'histoire. Je la sens très, très mal. Mais j'espère me tromper. Mais on verra bien. Là, comme je vous dis, hein, la plainte de Justin contre Blake et Ryan vient de sortir, donc je vais me mettre dedans. Je vais regarder tout ça. Je vais essayer de vous traduire les points les plus importants, les points clés, et je vous refais une vidéo le plus rapidement possible, peut-être avant dimanche. J'aimerais bien. Mais dans tous les cas, on se retrouve dimanche pour un portrait. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Encore une fois, soyez sympas dans les commentaires, parce que je sais que ce sujet déchaîne les passions, mais il n'y a pas de raison de s'énerver, hein. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Je le précise quand même. On peut ne pas être d'accord, mais on peut le dire gentiment. Surtout, je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.